Bonjour et bienvenue à votre Oui en direct. Ce soir, un direct, une grosse nouvelle que vous avez certainement vu passer aujourd'hui. Un nouveau sondage révèle que les jeunes sont majoritairement pour l'indépendance du Québec dans un potentiel référendum à venir, on l'espère. Avec moi pour en parler, je vais avoir quelques invités. Notre Marc-Antoine de Génération Oui, Timothée Langlois que vous avez aussi vu une fois dans Génération Oui, Saskia Wagner et Anaïs Fournier-Goupil du mouvement étudiant indépendantiste pour en parler avec nous ce soir. Salut tout le Bienvenue tout le monde, monde. Salut, Bonsoir. salut. content Salut! d'être avec vous. Quelle bonne nouvelle, quelle belle journée, n'est-ce pas? Effectivement, on est toujours content Mhm. quand l'appui à souveraineté augmente. Ben oui, exactement. Grosse progression, on va avoir l'occasion d'en parler ce soir, mais quand même, hein, je sais pas vous, c'est quoi votre réaction à chaud de voir ça ce matin, 56%, un bon réveil? Moi, j'ai failli pleurer, je pense. Ah ouais? J'ai eu beaucoup d'émotions. Ben oui, pour moi, c'était 10 ans d'engagement, euh, de militantisme. Puis c'est pas juste moi, je veux dire, tu sais, c'est collectif. Mais reste que c'est 10 ans de ma vie que moi, j'ai consacré, qui est comme une partie de ma raison d'être. De me réveiller et me dire pour la première fois de ma vie, le oui est majoritaire à quelque part dans quelque chose. Là, puis là, c'était les jeunes, c'est encore plus cool. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, vraiment. On te comprend d'avoir presque pleuré. OK, plusieurs personnes. Ou, OK. Ben moi, honnêtement, si quelqu'un m'avait dit ça comme il y a 5-6 mois, je ne l'aurais pas cru. Mais aujourd'hui, mettons, en me réveillant ce matin, ça ne m'a pas nécessairement surprise. Ça reste que j'étais très contente de voir ça. Puis, ben, ça donne comme vraiment envie de continuer à s'impliquer. Ça donne envie de ne pas abandonner. C'est ça. ouais, vraiment, vraiment. Ça donne espoir pour la suite des choses parce qu'on n'est même pas encore tout à fait à la période référendaire, puis déjà, on voit que ça progresse. Toi, Saskia, comment tu as trouvé ça ce matin? Ben, j'étais très agréablement surprise, mais en même temps pas étonnée. C'est une excellente nouvelle, mais elle tombe quand même pas du ciel. On assiste à une véritable remontée du mouvement souverainiste et malheureusement, avec le climat politique actuel, c'est sûr que la politique vient s'incorporer dans la discussion du quotidien. Et pour paraphraser le chef péquiste, quand les jeunes parlent de politique, eh bien, les appuis à la souveraineté remontent. Donc, au fond, quand on parle vraiment de politique, on finit toujours par la même conclusion. Le souverainisme, c'est le destin logique du Québec. Donc, la surprise n'était pas vraiment là. Ouais, bien dit, le destin logique du Québec, j'aime ça. Toi, Timothée, surpris ou non? Quand j'ai commencé à être souverainiste puis à vraiment militer pour, à l'époque, le Parti québécois, on était à 8-9 dans les sondages. Fait que c'était tellement une réalité complètement différente. Donc, de voir l'augmentation du Parti québécois, mais de ne pas voir encore l'aiguille bouger au niveau des appuis du oui ou du non, c'est sûr que c'est comme une nouveauté, en fait, de voir cette statistique-là être autant discutée. Habituellement, on parle des partis, mais on ne parle pas nécessairement de l'appui. Puis souvent, on entendait les commentateurs, même si le PQ, ça allait bien, ils disaient « Ah, ben, tu sais, l'aiguille ne bouge pas. Probablement que c'est des gens qui pourraient, c'est des souverainistes mous, c'est des gens qui pourraient aller retourner vers la CAQ ou le Parti libéral. » Mais là, de voir réellement qu'il y a un mouvement de fond, je pense que ça confirme le feeling, ça confirme ce qu'on commençait à voir sur le terrain chez les Oui Québec, entre autres. Là. Donc non, c'est le fun, c'est encourageant. Je pense que ça va créer un momentum. Ah, c'est certain, c'est certain. Puis, comme vous l'avez dit, je pense qu'effectivement, il n'y a rien de surprenant. On le sent depuis quelques mois, cette effervescence-là, cette ébullition-là, sur le terrain, dans les festivals, partout au Québec. On le sent sur les réseaux sociaux, c'est très fort. L'appui à la souveraineté sur TikTok, sur Instagram, ça devient de plus en plus viral. Fait que moi, de voir ces chiffres-là, je suis vraiment pas étonné. Puis je pense que c'est le début d'un mouvement, vraiment. Mais voilà, je voulais pas. Là, c'est mon côté animateur qui a repris le dessus. Je te laisse, Nando, nous présenter l'article si tu veux. T'es bon dans ton rôle. Donc, on va regarder l'article tout de suite, on va lire ensemble. Vous allez avoir un beau moment avec ma belle voix. L'article qui paraît ce matin dans la presse, donc montée spectaculaire du souverainisme chez les jeunes, favorable à 56 on voit tout de suite là, la foule à la fête nationale de Montréal au Parc Maisonneuve. On n'était pas là, nous. On était où? On était à la fête des Oui Québec. Mais En fait, c'était le lendemain, Maisonneuve. On pouvait ah, aller aux deux, si on était ah bien là là. motivés. D'ailleurs, à Maisonneuve, celles et ceux qui l'ont écouté à la télévision, on entendait, ou qui étaient présents sur place, on entendait la foule, majoritairement des jeunes. Je ne sais pas si vous étiez là, Anaïs, Saskia, crier le Québec un pays, le Québec un pays, puis vraiment le scander plusieurs fois dans le spectacle, ça donnait des frissons. Là. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu être là ce soir-là, mais
je l'ai réécouté, puis c'était tellement beau à voir. Ouais. Ah oui, c'est beau. C'est rare qu'on assiste à ça. Tu sais, ça a beau être la fête nationale du Québec. Habituellement, on ne voyait pas ça là, à la télévision, entendre la foule scander le Québec, un pays. Là. C'est quand même une nouveauté. Exactement, j'ai malheureusement pas pu être là non plus, mais c'est un mouvement effervescent et voir ça de nos propres yeux, on a vu les mouvements en 95, en 80, dans nos livres d'histoire, on a vu des foules, mais le voir en personne aujourd'hui revenir, des foules qui chantent le Québec, un pays, c'est fantastique. Il y a Vieux Loup qui nous dit qu'il y a un article de Philippe G. Fournier qui analyse les chiffres plus en profondeur. Ce serait intéressant si on peut avoir le lien, on pourrait regarder ça, Vieux Loup. Donc, les chiffres rappellent ceux de l'époque du deuxième référendum. Dans une montée spectaculaire du souverainisme qui se poursuit chez la jeune génération, 56% des 18 à 34 ans sont maintenant favorables à l'indépendance du Québec. Ces données proviennent d'un sondage CROP obtenu par la presse mené en juillet et août auprès de 1000 répondants. Elle confirme du même coup le récent enthousiasme pour la souveraineté chez les jeunes, relevé dans un premier temps pendant un sondage léger en juin dernier. On a fait ici à Génération un épisode à l'époque, là, un peu avant, même en mai, où on parlait, puis c'est ce que tu disais, Saskia, qu'il y avait vraiment une montée de l'enthousiasme puis du contenu indépendantiste, des jeunes qui font de la musique, des jeunes qui créent des TikTok, des Reels. Et nous, on le voyait parce qu'on est sur les réseaux, on en faisait, nous-mêmes, on en a profité. On s'est dit, on en a parlé, puis comme 3 semaines après, ce sondage-là sortait, confirmait notre intuition. Là, aujourd'hui, c'est au-delà de nos espérances, je dirais. Là. Mais oui, c'est vrai. Ouais. On le voyait venir. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas vraiment une grande surprise. Là. Moins vraiment qu'on est connecté, on le voit là. J'ai aimé ça. Excuse-moi. Mais c'est pas juste l'indépendance que les jeunes sont fiers, c'est aussi la culture québécoise. Et évidemment, ça les pousse à devenir indépendantistes parce que quand on est fier de notre culture québécoise, on se rend compte que le Canada, c'est pas le bon véhicule pour nous. Mais quand même, les jeunes sont fiers de leur culture, ils sont fiers du français, même s'il y en a, malgré qu'il y a un déclin de la langue française, de plus en plus de jeunes essayent de parler français dans leur discussion de tous les jours et pas juste utiliser l'anglais. Et ils écoutent de la musique québécoise. Donc vraiment, il y a une fierté québécoise qui s'installe. Oui. Puis c'est vrai, ça se sentait déjà il y a quelques années là, avec Louis Adrien Cassidy, Thierry Larose, Henri Roy, dans leur spectacle, qui scandaient Vive la musique québécoise. Puis c'est vraiment cet esprit-là de on fête qui on est, on célèbre la culture québécoise, puis on mérite d'exister pleinement. Puis pour les artistes, voir l'engouement du public, c'est le fun aussi. Puis ça donne le goût de produire plus de musique québécoise, puis de s'afficher aussi. Là. C'est ça, il y a quelques années, c'était comme. Il y avait des gens qui avaient un peu honte d'être québécois. Puis là, c'est comme si on retrouve cette fierté-là d'être québécois, québécoise, puis qu'on l'exprime fièrement, puis qu'on a nos artistes, on a la jeunesse qui le prend à bras-le-corps. Là. Ça fait du bien de voir ça. Mais oui, il y a quelques années aussi, c'était un peu, mais c'était considéré un peu plus marginal d'écouter de la musique québécoise. Ah, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas les musiques plus populaires? Mais aujourd'hui, vraiment, les jeunes trouvent ça cool d'écouter de la musique québécoise, ce qui est merveilleux. On a des excellents artistes, on a des artistes extrêmement talentueux. Et aujourd'hui, c'est important d'écouter de la musique québécoise. Absolument. Alain Giguère, qui est président de la firme Crop, pour lui, ce renouveau-là chez les 18-34 ans, c'est attribuable à une désillusion envers la capacité d'Ottawa à faire quelque chose pour leur vie. Moi, quand j'ai lu ça, je l'ai trouvé un peu déconnecté de l'analyse, mais pourquoi pas? ça se peut que ça touche beaucoup de gens, là, donc je ne vais pas aller là. On a l'impression que de moins en moins, Ottawa peut faire des choses ou organiser des services pour nous. C'est peut-être le fait que le gouvernement fédéral, moi aussi j'ai des réserves sur cette analyse-là, mais je pense que c'est vrai que le gouvernement fédéral est quand même plus éloigné de nous, de nos préoccupations. C'est un pouvoir qui est beaucoup plus loin, on a moins d'impact sur la politique fédérale. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression aussi qu'on vient de sortir de l'ère Justin Trudeau. Tu sais, Justin Trudeau, au final, les valeurs progressistes qu'il incarnait, il y en avait pour plusieurs valeurs, c'était très similaire à ce qu'on vit au Québec. C'était un Québécois. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, il était capable de s'identifier au Canada de Justin Trudeau. Mais là, on bascule avec Mark Carney, avec un français un peu boiteux, avec une gauche. Tu sais, le NPD, il ne reste plus grand-chose. Le Parti libéral a viré plus centre-droit. Je pense que ça aussi, veut pas, ça va jouer sur les appuis à la souveraineté. Le fait qu'on regarde le gouvernement fédéral puis on se sent moins peut-être concerné. Je parle peut-être pour les gens qui sont plus de centre-gauche dans le mouvement, là, mais ce qui est souvent le cas chez les jeunes.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. L'identité du gouvernement fédéral ressemble de moins en moins au Québec, alors qu'avant, veut pas d'avoir un Québécois, on peut avoir un certain, pas une certaine affection, mais on peut se sentir quand même relativement mieux représenté. Là. Mais c'est sûr, les premiers ministres canadiens qui étaient québécois ont toujours été plus populaires au Québec que les premiers ministres anglais qui ont de la misère à parler français, qui ont de la misère à se connecter avec le peuple québécois. Mais en même temps, oui, Justin Trudeau était plus progressiste. C'est sûr, c'est pas exactement la discussion en ce moment, mais à quel point est-ce qu'il l'était plus pour le Québec? Le Québec est une nation très environnementaliste. Et Justin Trudeau, on va dire que c'est pas le plus grand environnementaliste, même si, comme il en est un, il impose au Québec des projets, par exemple, le projet de pipeline. C'est un projet que le Québec est contre. L'investissement dans les sables bitumineux en Alberta, le Québec ne voudrait jamais cela, d'investir par eux-mêmes de cela. Et pourtant, le Québec était forcé d'investir là-dedans indirectement à cause du gouvernement fédéral. Donc, progressiste comme le Québec, j'irais peut-être pas jusque-là. Alors, c'est des très bons points. Je pense que c'était beaucoup son vernis, en fait, dans son discours, dans sa rhétorique, plus que concrètement dans les actions qu'il a prises. Mais tu amènes un super bon point. Puis aussi, Timothée, comme tu l'as dit, Justin Trudeau qui parlait couramment le français, c'est sûr qu'on est capable de plus s'attacher à lui. Mais là, je veux dire, quand j'entends Carney, c'est comme, je suis pas la même personne, j'ai pas la même culture, j'ai pas le même passé. Je suis pas capable de m'attacher. Mais Trudeau, est-ce que je me suis attachée? Quand même pas. C'est un autre débat. Mais, tu sais, c'est ça. T'es même pas capable de te reconnaître en ton premier ministre. Ça donne moins le goût d'être attaché dans ce moment-là. C'est qu'on a un premier ministre fédéral qu'on n'a même pas l'impression qu'il comprend le Québec. Exactement. Alors que l'autre, bon, Justin Trudeau, il n'allait pas dans le sens qu'on voulait souvent. Là. Il était très contre ce que le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale réclamaient, mais au moins, il venait du Québec, parlait un bon français relatif. Mais c'est ça, Carney, on voit qu'il ne comprend pas le Québec, là, tout simplement. Mais ça va être intéressant, une campagne référendaire avec Mark Carney comme premier ministre du Canada, chef du Gatineau. Ça va être très difficile pour eux autres. Là. Mais ça va être difficile pour eux de dire aux Québécois qui sont respectés, qui sont compris, quand il y a de la misère à dire ces phrases en français. Exact, c'est ça. Mais aussi, il y avait aussi un attachement historique avec Trudeau. Son père qui avait été attaché, mais pas pour les bonnes raisons, mais qui avait quand même un historique avec le Québec, ce qui a évidemment eu un impact sur le fait qu'il est devenu premier ministre. Et là, en ce moment, on n'a pas du tout cet attachement-là avec. Donc, il y en a beaucoup qui sont poussés à ne pas voter pour lui, même s'il a été élu partiellement à cause du Québec. Moi, parce que là, on est dans l'analyse un peu, je vais me permettre. Moi, je trouve ça vraiment. C'est un fait nouveau, en fait. C'est un fait nouveau qu'une majorité de la population dans une tranche d'âge affirme être pour l'indépendance, puis c'est pas corrélé dans le temps avec un refus ou un rejet du Canada. Ouh. Ça, c'est vraiment particulier. C'est que même en 91, à la suite du scandale des commandites, à chaque fois, c'était une réaction des Québécois qui disaient « Là, vous nous insultez, là, vous avez triché, là, vous nous avez trahis. » Là, cette fois-ci, moi, je me sens insulté par le Canada, mais je veux dire, c'est un sentiment personnel. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Il n'y a pas eu d'affront spécifique qui a été fait sur un sujet. Et malgré ça, il y a un élan, un enthousiasme en faveur du projet d'indépendance. Puis moi, je pense que ça dénote la raison profonde que je déballe ici un peu, que je déballe souvent ici, qui est que je pense que notre génération est détachée des stigmas, des échecs référendaires, est détachée de ce sentiment-là qui a peut-être existé, que moi, je n'ai jamais connu, mais au Québec, on n'est pas capable, on n'est pas assez bon, puis que notre génération n'a pas ce poids-là sur elle. Fait à partir du moment où on a quelques figures politiques qui viennent puis qui assument une option puis qui disent oui, on est capable, on est aussi bon que les autres, on peut avoir notre pays, puis qu'après, en plus, il y a un mouvement culturel qui vient comme faire la preuve de ça puis de dire ben oui, on peut faire de la bonne musique, on peut faire des bons films. On a un Denis Arcand qui rayonne dans le monde entier. On a des athlètes qui performent. T'sais, on a comme cette espèce de concentration de tous ces faits-là. Ben, il y a notre génération qui répond présente, puis par enthousiasme, même pas par colère. Là. Okay, imaginez quand il va y avoir la colère en plus, ça va être malade. Mais sans même besoin de colère, on a déjà cette génération-là qui embarque et qui a envie. C'est un fait nouveau. C'est vraiment un fait nouveau dans l'histoire politique au Québec, puis ça mérite d'être souligné. Les jeunes sont enthousiastes envers l'indépendance sans même avoir été rejetés par le Canada juste parce qu'ils croient en eux-mêmes. Ça, c'est beau à voir. Je pense, Nando, on va devoir faire un clip de ça. C'est très bon, très bien dit. Je sens que Timothée voulait rebondir. Bien,
Puis j'aimerais amener un fait historique intéressant. En avril 95, donc on s'entend c'est à l'automne que ça s'est passé, le début de la campagne référendaire. En avril 95, l'appui au oui était à 41%. Ce qui se trouverait à peu près à être la même statistique si on suit à ce que Philippe Léger a analysé, que l'appui réel, en fait, ça serait à 41% pour le oui en ce moment, des gens qui seraient prêts à transformer leur appui en vote. Donc, on s'entend qu'on a une plus grande fenêtre de temps avant la prochaine élection, avant le prochain référendum. Si on continue à bâtir sur ce momentum-là, on est en ce moment dans une situation autant enviable, si ce n'est pas plus enviable qu'en 95, où est-ce que ça a passé vraiment proche de fonctionner. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que si la campagne référendaire avait duré 2-3 semaines de plus, il n'y avait pas eu la tricherie, probablement que ça aurait passé. Donc, tu fais bien de souligner que le momentum en ce moment est historique pour plusieurs raisons. Puis ça va être intéressant de voir aussi la réaction justement du fédéral. Tu parlais de la frustration qui pourrait nous causer. Quand la panique va prendre dans le camp du non, quand la panique va prendre dans le camp fédéral, ça se peut qu'il y ait des gestes qui soient pris, causés, qui vont peut-être amplifier justement ce mouvement-là qui est actuel. Je pense pas qu'on va retomber dans la peur de ce qui pourrait arriver. Je pense qu'on a déjà joué dans ce scénario-là en tant que peuple. Je pense qu'on a appris également de ça. Donc, ça va être intéressant effectivement de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Il faut aussi dire que la colère, ça s'estompe. Des différents cycles politiques, différents sentiments par rapport au gouvernement fédéral, mais la fierté québécoise, ça reste. Donc, si le mouvement souverainiste est propulsé par cette fierté, par le sentiment de nationalisme, il va plus longtemps dans le temps et on peut assurer la pérennité du mouvement souverainiste en étant fier et non en étant en colère. Je trouve ça vraiment bien parce que, dans le fond, cette énergie-là de fierté de soi, de confiance en soi, c'est quelque chose qu'on contrôle. C'est-à-dire que les résultats qu'on va obtenir avec ça, ça vient de nous. La colère, c'est parce que quelqu'un fait quelque chose qui dépasse tes propres limites. Tu dépends de l'autre. Là, on va avoir une énergie infinie, c'est-à-dire une énergie qu'on peut puiser en nous-mêmes, en notre peuple, dans notre propre culture. C'est infiniment plus puissant et durable. Moi, j'espère quand même qu'il va y avoir une petite touche de colère là, qui va venir être saupoudrée par-dessus ça, parce que là, ça va être 60%. Fait que, et puis personne qui pourra chialer. Ça va être rapide, puis ça va être réglé ouais, c'est ça, en 2-3 mouvements. Mais oui, belle remarque. C'est comme je viens de voir dans la discussion, il y a Sam qui écrit « L'indépendance du Québec ne fait pas du Canada un ennemi », puis dans le fond, c'est vrai. Ouais. Je veux dire, ce qui est le fun en ce moment, c'est que justement, on ne voit pas le Canada nécessairement comme notre ennemi, c'est juste qu'on ne voit pas le rapport qu'on a à être dans le Canada, mais c'est pas notre ennemi. Puis je trouve ça beau de l'amener aussi. C'est pas une guerre, c'est juste qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, puis c'est peut-être pas l'idéal de continuer la guerre. C'est ça. On veut changer la nature de notre relation avec le gouvernement fédéral. On veut plus être en couple, on veut être des amis, des bons voisins. C'est ça, exactement. On est tanné d'être en couple, ça suffit. On veut choisir la déco chez nous, on veut aller à l'épicerie quand ça nous tente puis pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va manger. On est tanné de se faire dire quoi faire. On est tanné qu'ils s'immiscent dans nos décisions. Puis plus fondamentalement, on existe pleinement comme société, puis on veut exister puis rayonner dans le monde. Puis ça, c'est positif en soi, cette volonté-là d'exister puis de s'appartenir. Le Québec ne veut plus être soumis à l'ingérence fédérale, mais veut être traité d'égal à égal. On veut traiter en deux nations et non en tant qu'une province et un gouvernement fédéral qui a très peu d'égards pour le Québec, disons. Oui, de nation en nation, exactement. Je voulais continuer parce que je trouve qu'il y a un fait intéressant aussi dans celle-là, c'est chez les francophones, 50% sont favorables à la souveraineté. On va revenir aussi sur l'analyse peut-être plus statistique. Puis Sam, Vieux Loup, excuse, c'était encore la référence de l'article de Fournier, ça serait cool de l'avoir. Donc, 50% sont favorables à la souveraineté. En comparaison, seuls 22% des non-francophones y adhèrent. C'est le critère démographique qui crée la plus grande dissonance parmi les répondants. Ça aussi, c'est un fait nouveau, puis c'est présenté comme négatif, mais il faut réaliser, en 1995, ce chiffre-là, c'était 6%. Il y a 6% des non-francophones qui ont voté oui. Aujourd'hui, on est à 22%. Quand tu mets ça en perspective, on a fait x4. Là. Fait qu'il y a vraiment un gain qui a été fait à ce niveau-là. Il y a de la marge, évidemment, dans le meilleur des mondes, dans un monde parfait, mais peut-être pas très réaliste. On aurait le même chiffre chez les francophones et non-francophones. Bon, mais quand même, il y a eu un énorme progrès. Puis ça,
c'est présenté comme négativement, mais c'est hyper positif qu'il y ait 22% des non-francophones qui adhèrent. Vraiment, c'est énorme comme progrès. Donc, les efforts qui sont faits, puis encore une fois, qui montrent que c'est une volonté de... Ben, j'ai pas d'autre mot que de dire ça, mais de plus de s'aimer puis de se respecter en se présentant au monde tel que l'on est plutôt que de rejeter les autres. Je pense que ça participe de cette réussite-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit éviter certains sujets. On peut toucher tous les sujets, que ce soit l'immigration, l'intégration, mais toujours en présentant ça comme on veut s'aimer. Puis de toute évidence, ça fonctionne. Donc, on peut être fier de ça aussi. Là, c'est un progrès, ça. Là, Nando, tu m'as donné des frissons. C'était 6% en 95? Ouais. C'est une bonne augmentation. Chez les anglophones, là, en 95, c'est 97% pour le non. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres sur vraiment anglophone, parce que bon, non francophone, c'est très large, là. Fait qu'il faudrait voir quelle est la part de gens qui ont une troisième langue par rapport aux gens qui sont anglophones du Québec. Mais il y a un progrès certain, là, ça c'est évident. Évident, c'est réussi. Imaginez si on est capable d'aller chercher du 30% chez les non-francophones, du 35%, ça serait déjà très, très bon, là. Mais il y a aussi un amour des non-francophones envers le Québec, de le voir rayonner. Et pas simplement, oui, c'est une question de langue pour le Québec. On veut arrêter le déclin du français, mais aussi juste par amour du Québec, par amour de sa culture, par amour de son peuple. Les non-francophones veulent ce qu'il y a de mieux. De toute évidence, il y en a beaucoup. Puis il y en a sûrement qui aiment le Québec qui votent pas, qui sont pas prêts à voter oui encore, là, mais bon, on a juste à les convaincre. Bon, l'autre disparité qui est peut-être par ailleurs, les répondants habitant en région métropolitaine de Montréal appuient la souveraineté à 38%, contre 35% dans la région métropolitaine de Québec et 49% dans le reste de la province. C'est quand même très cohérent avec ce qu'on vient de lire avant. Il y a plus de non-francophones dans la région de Montréal, donc tout ça semble se tenir debout. Dans l'ensemble, c'est 44% des répondants au sondage, tout âge confondu, qui soutiennent l'idée d'indépendance du Québec, alors que 56% sont contre. On observait des statistiques comparables durant la période de pré-campagne référendaire de 1995. C'est une bonne évolution. On va vous montrer dans les prochains instants l'évolution là, après l'article. C'est quand même une bonne évolution ces derniers mois, 44%, là, c'est bon. Donc, là, c'est le commentaire de Jacques Beauchemin qui dit, dans l'ensemble, on peut dire que ce sont des chiffres très encourageants pour les souverainistes. C'est une remontée assez considérable du côté du oui. Effectivement, quand on se faisait taper dessus il y a 2 ans seulement, il faut quand même se remettre en perspective parce que c'était à 30%. Là, on est à 44. Donc, c'est un renversement de tendance totale. Ça fait des années que les jeunes n'étaient plus au rendez-vous, qu'ils s'en désintéressaient. J'y vois une remontée saisissante. J'ai l'impression que les jeunes, avec le conflit tarifaire, on redécouvre les vertus des frontières de la nation comme base à promouvoir et à défendre. Ils se disent peut-être qu'avec la représentation, qu'avec le Québec comme pays souverain, on pourrait organiser notre lutte à partir des intérêts québécois qui ne sont pas nécessairement les intérêts canadiens. Guillaume Rousseau, directeur de programme de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke, se dit frappé par la force du oui chez les jeunes. Il ne se souvient pas d'une telle configuration depuis le scandale des commandites en 2002, donc voire depuis la période du deuxième référendum. Visiblement, le discours identitaire du Parti québécois des souverainistes ne rebute pas les jeunes comme on pouvait le penser. Donc, ça revient un peu à noter que l'option indépendantiste en ce moment est plus populaire que le Parti québécois. Donc, il y a une marge de manœuvre autant pour le Parti québécois que Québec solidaire ou un autre parti indépendantiste qui pourrait être à droite. Là. C'est étonnant parce que c'était l'inverse pendant un bon bout. Donc, pendant un bout, le Parti québécois, on avait l'impression, on avait l'impression qu'il n'y avait pas Saint-Pierre Plamondon, tu sais, comme traînait le Parti québécois, traînait l'indépendance avec lui. Puis là, d'un coup, ça se renverse, puis là, l'indépendance devient comme plus grande que le Parti québécois, plus grande que Paul Saint-Pierre Plamondon, même si, en tout cas, à mon avis, il faut quand même y donner le fait d'avoir eu cette façon-là très affirmée de mettre ça de l'avant. Mais il y a clairement un mouvement qui les dépasse maintenant. À voir qu'est-ce qui va arriver là, dans la conjoncture politique, parce qu'il y a d'autres partis. Des gens comme Éric Duhem vont peut-être être obligés là, de se positionner maintenant que la majorité des jeunes qui est son électorat qui est censé courtiser sont en faveur de l'indépendance. On devrait peut-être y en renvoyer un courriel, Marc-Antoine. Je viens d'avoir l'idée de même, mais... À Éric Duhem? Ouais, ça vous intéresse-tu maintenant? Ou c'est pas encore assez? Je sais pas. Ouais. Mais déjà, quand on l'a contacté, le oui était à 48% chez les jeunes. Là. C'est quand même immense, là, puis il veut pas parler à ce monde-là. Fait que, ça les intéresse pas, l'indépendance, les gens. Non, ben on pense pas comme lui, donc il veut pas parler avec nous. Bref.
Vous n'avez pas parlé à la moitié de l'électorat de 18 à 35 ans. Donc, Ouais. Tant mieux pour nous. Il y a un mouvement de fond qui se trame chez les jeunes. C'est une ébullition par rapport à il y a 2 ou 3 ans. On le voit sur les réseaux sociaux et dans les spectacles. Affirme Marc-Antoine Lemay, animateur du balado Génération Oui, réagissant au sondage. Ben moi, je suis assez d'accord avec lui, honnêtement. Je pense qu'il est vraiment très articulé et très cohérent dans son discours. Vraiment, chapeau à lui. Bien organisé, ses idées. Puis... Vraiment, c'est numéro Lors un. des Franco en juin dernier, la chanteuse Lou Adrienne Cassidy a tendu le micro à une foule de jeunes qui scandaient « Le Québec, un pays ». Les chansons à forte saveur souverainiste du jeune rappeur Kinji ont la cote. Sur les réseaux sociaux, les pages produisant des vidéos de discours référendaires accompagnés de morceaux des Cowboys fringants se multiplient. C'est la question fondamentale. Qui va décider pour nous? Le Canada ou le Québec? Pourquoi le Québec ne serait-il pas capable de faire comme les autres? Pourquoi on n'a pas encore choisi de se doter d'un pays et de s'appartenir clairement? Plaide le jeune homme de 26 ans. L'autre chose qu'on note dans le sondage, diminution, c'est chez les 55 ans et plus, l'électorat carné. Auprès des 35-54 ans, l'appui au Québec indépendant est de 44 %. Il diminue cependant jusqu'à 37 % chez les 55 ans et plus, indique le sondage. C'est la tranche d'âge qui est le moins enthousiaste devant cette idée. C'est la recherche de sécurité ou la prudence économique qui fait que, dans le contexte actuel, pour eux, ce n'est pas le temps de parler de souveraineté. Analyse Alain Gicard. Ah, OK, c'était pour te laisser aller, Marc-Antoine, tu peux y aller. OK. Juste revenir sur mes 2 citations, ça m'a fait penser à ça. Hier, moi, j'ai reçu donc l'appel du journaliste pour commenter le sondage. Vous dire l'impatience que j'avais que l'article sorte quand il m'a dit qu'il y avait 56 % des jeunes qui appuyaient la souveraineté puis il a recueilli mes commentaires. J'avais tellement hâte. Je me suis couché en me disant on va vraiment passer une belle journée demain. Puis vraiment, là, c'est du jamais vu. Je trouve ça, on l'a dit puis on le redit, là, mais c'est exceptionnel de voir ça. Puis il y a vraiment un mouvement de fond en ce moment qui s'organise, puis j'espère que ça va durer dans le temps. Hey, je me permets de te féliciter, Marc-Antoine, parce que ça fait longtemps que tu le travailles, Génération Oui, puis je trouve ça intéressant que les journalistes aient le réflexe de soit te contacter toi ou Camille quand ils ont besoin un peu d'avoir le pouls des gens sur le terrain connecté avec la base des Oui. Je te lève mon chapeau en direct parce que tu le mérites. C'est vraiment cool tous les efforts que tu mets là-dedans. Nando aussi, tu es plus récent dans l'aventure, mais bref, je tenais à te le souligner aujourd'hui. Ouais, Nando qui est quand même là depuis 2023. Ouais. Mais c'est un gros travail collectif, honnêtement. C'est pas juste Génération Oui, c'est les Oui Québec, c'est les comités étudiants, puis c'est pour ça qu'on reçoit 2 représentantes des mouvements étudiants souverainistes indépendants. Ouais. C'est que ça se passe vraiment partout. Il y a les artistes, il y a les influenceurs, il y a Kinji. Il y a vraiment un fond de la société civile qui se bâtit en ce moment. Il y a vraiment un écosystème indépendantiste. La boutique 50 % plus 1. Fait qu'il y a je trouve ça inspirant de voir ça, que ça vient de la société directement, puis pas nécessairement juste des partis politiques. Puis voir aussi que les journalistes comme ça vont plus interroger les jeunes, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser au mouvement souverainiste, c'était surtout des personnes, justement, âgées de 60 ans et plus, qui ont connu le premier référendum qui interrogeait. Fait que c'est sûr que c'est moins mon époque, je peux moins m'associer à eux. Tandis que là, en allant interroger des jeunes comme Génération Oui, les Oui Québec, tout ça, ben ça donne le goût d'en savoir plus. Puis c'est de savoir qu'on n'est pas seul de cette tranche d'âge-là qui s'intéresse à ça. On n'est pas des. Ouais, on n'a pas rapport. On a une communauté, puis c'est le fun que les journalistes commencent à avoir le réflexe d'aller voir les plus jeunes aussi. Ouais, vraiment. Ça nous permet de parler de Kinji puis de TikTok, ce que les plus vieux pourraient pas faire. Ouais, j'ai vu sur TikTok Kinji 00, c'est malade, c'est viral. Un plus vieux pourrait pas dire ça, là. Mais c'est la prochaine génération de personnes qui vont voter. Donc, on n'a pas le choix de les interroger, on n'a pas le choix de comprendre c'est quoi qui les préoccupe parce que de toute façon, on a besoin de leur vote. Donc, il faut aller les interpeller. Il y a même les partis souverainistes, le Parti québécois qui était historiquement un parti de vieux est maintenant un parti beaucoup plus jeune. Dans leur rassemblement, on voit énormément de jeunes. Le CNJPQ, par exemple, prend beaucoup plus de place qu'il en prenait avant. Donc, juste en général, dans tous les mouvements indépendantistes, on voit de plus en plus de jeunes et c'est formidable. Ouais. C'est ceux qui n'ont pas eu la chance de voter en 95. Puis, j'ai une théorie. Je réfléchissais à ça tantôt. Tu
sais, en ce moment, on s'entend, il y a des nouveaux jeunes qui rentrent dans la statistique des 18-35 ans. On s'entend. Puis ces jeunes-là sont très souverainistes, puis c'est tant mieux. Mais il faut penser aussi que dans la statistique des 55 ans et plus, il y a aussi des anciens 35-55 qui se ramassent à maintenant être dans 55 ans et plus. Puis cette génération-là était reconnue comme étant très peu souverainiste. C'était beaucoup des gens qui étaient un peu qui ont baigné dans la désillusion post-95. Il y a eu une baisse d'appui. Fait que veux pas, ces gens-là, maintenant, sont rendus dans la tranche des 55 ans et plus. Donc, assurément, c'est sûr que la situation avec les États-Unis doit influencer les personnes un peu plus âgées dans leurs décisions, dans leurs opinions sur la souveraineté. Mais il faut considérer aussi que c'est quelque chose qui est en évolution, que malheureusement, il y en a certains qui nous quittent, puis qu'il y en a d'autres qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, c'est ça. J'ai eu cette réflexion-là tantôt de dire que c'est constamment en mouvement au final, c'est les tranches d'âge. C'est pas quelque chose qui est statique dans le temps. Là. Ouais, puis tu fais bien de le mentionner, c'est la même chose chez les plus jeunes. Hein? Il y a beaucoup de jeunes de 16-17 ans qui sont très indépendantistes en ce moment, qui se mobilisent dans les comités étudiants, qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, qui se mobilisent sur le terrain, puis que dans quelques années, ils vont avoir le droit de vote justement pour le référendum, qui vont être sondés, puis que ces jeunes-là ne sont pas encore sondés. Fait que moi, je pense que le oui, si on sondait jusqu'à 16 ans, il serait encore plus fort en ce moment. Puis il va être encore plus fort dans les prochaines années parce que ces jeunes-là vont embarquer dans la statistique puis ils vont avoir le droit de vote. Même Kenji n'est pas dans la statistique. C'est ça. Ouais, il n'est même pas là. C'est tellement vrai ce que tu disais, Timothée, parce que tu parlais, puis je me suis dit, je suis curieux. Je suis allé voir il y a quel âge. Là, les gens ils vont dire que j'arrête pas de taper sur lui. Là. C'est pas... Mais en tout cas, je suis allé regarder Éric Duhem, il y a quel âge? Il y a 56 ans. Il vient de rentrer dedans. C'est exactement cette génération-là de on veut pas de référendum parce qu'on va le perdre. Ouais, mais c'est une bonne raison de ne pas essayer. Non, mais je veux pas perdre, fait que je veux pas le faire. Tu sais. Ils sont traumatisés. Ils vivent dans la défaite. Puis nous, on ne vit pas là-dedans. Fait qu'on a comme. Je pense qu'on a une perspective différente, mais c'était tellement drôle. C'est exactement ça. Je suis sûr que tu es une bonne personne. Viens nous voir. Tu sais, je fais souvent des genres de vox pop à mon entourage plus vieux pour voir c'est quoi leur opinion sur la souveraineté. Puis il y en a beaucoup qui me répondent « Je le suis encore, mais avec la situation des États-Unis, s'il y en a un, je vote non. » Fait que c'est pas qu'ils le sont pas, mais ils ont peur avec, en ce moment, la guerre de tarifs, que ça chie dans le fond. Là. On va se le dire honnêtement que ça l'aille pas bien. Fait que c'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est peut-être ça qu'il y a des souverainistes qui ont répondu dans ce sondage-là, non, mais qu'ils sont, mais qui ont juste peur. Puis, imaginez justement quand on va avoir la campagne référendaire, qu'on va avoir ces discussions-là, puis que le camp du oui va apporter son argumentaire parce qu'on n'est pas encore là-dedans. Là, ces gens-là vont se rallier, j'ai l'impression, parce qu'on va pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Le Québec indépendant est tout à fait viable économiquement, est tout à fait viable à tous les aspects. Donc, je pense que ces gens-là vont pouvoir revenir à la maison. Saskia? Mais aussi, ceux qui votent non, ils votent non par, comme tu venais de dire, ils votent non par peur. Donc, du moment qu'on démonte cette peur-là, qu'on montre en fait qu'on est capable d'être viable par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur et qu'on va survivre en tant que nation, en tant que pays, alors il y a beaucoup plus de personnes qui vont voter oui. S'il n'y a plus de peur, alors il n'y a plus de raison de voter non. Et en plus de ça, si on fait un peu de politique fiction, mais dans un scénario où le PQ rentre majoritaire ou il rentre avec l'appui de Québec solidaire, mettons, on pourrait imaginer que le référendum se tiendrait potentiellement dans la 3e année et qu'à ce moment-là, le mandat de Trump risque d'être terminé. Donc, cette espèce de menace américaine-là, on peut espérer que les Américains vont virer vers un démocrate ou peut-être un républicain un peu plus... qui nous fait moins stresser par rapport à notre souveraineté. Potentiellement que le contexte va être encore plus favorable à ce moment-là pour ces gens-là qui ont en ce moment la crainte et l'instabilité, ils n'aiment pas ça. Mais malheureusement, il n'est pas pour faire de la fiction pessimiste, mais il ne faut quand même pas oublier que Trump est déjà en train de préparer sa campagne pour les élections de 2028. Ouais. Donc, la crainte n'est pas tout de suite mise en dehors du bateau, mais bon. C'est vrai. À suivre. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'on est mieux de s'appartenir nous-mêmes. Puis il y a des pays tout à fait de la taille du Québec, tant en population qu'en territoire, etc. On est comparable, puis on est vraiment dans les premiers là, à tous les aspects, même au niveau du G7. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Là. On est mieux d'aller négocier nous-mêmes plutôt que de laisser le gouvernement fédéral puis Mark Carney négocier à notre place. Ça, mais aussi, on parle de la crainte américaine, mais on l'a vu avec les négociations américaines, justement. Chaque province négociait pour elle-même
ils ne se souciaient pas tant que ça des intérêts de l'autre. Il n'y avait pas d'unité canadienne qu'on a essayé de nous vendre avec le scandale des commandites. Mais donc, à quoi ça sert au Québec de devoir porter le boulet qu'est le Canada quand en tant que tel, on pourrait négocier pour nous-mêmes, défendre nos propres priorités, qu'au centre des négociations, ça soit le Québec et non les intérêts d'une autre province qui n'a pas le Québec à cœur. Et ça pourrait devenir un pays en plus. En philo, on utilisait souvent le concept de contingent, donc ce qui est dépendant de la situation, qui peut changer, qui n'est pas des choses qui sont comme figées, durables. Ça, c'est contingent, là, la politique américaine. Mais ce qui est fondamental, c'est qui est-ce qui doit décider pour le Québec? Ça ne changera jamais, là, que ce soit Trump, que ce soit n'importe qui, ça ne change pas. C'est qui doit décider pour les Québécois, qui doit décider pour le Québec. Ce sont les Québécois, ce n'est pas aux Canadiens de décider pour nous. On n'a pas besoin de on ne devrait pas avoir besoin de leur autorisation pour prendre des décisions pour nous. On ne devrait pas avoir besoin de leur demander de l'argent. Ils ne devraient pas avoir le droit de dépenser notre argent sans qu'on leur donne l'autorisation. Ça, c'est le fondamental. C'est éternel, c'est pérenne, c'est quelque chose qui est vrai en tout temps. Donc, moi, je n'ai pas peur que si on arrive dans cette situation-là, puis qu'il y a des gens qui ont encore peur que cet argument-là ne soit pas l'argument qui va finalement dominer l'espace politique, parce que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui fait du sens dans le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait laisser d'autres personnes prendre des décisions à notre place? Mais de toute façon, le Québec va devoir faire face à d'autres crises, même quand il va être indépendant. Donc, il doit apprendre à combattre ces crises dès maintenant. Il n'y aura jamais de moment parfait, il n'y aura jamais de moment où que le Canada va extrêmement bien, que le Québec va extrêmement bien et que c'est parfait pour l'indépendance. Il n'y en aura jamais. On va toujours avoir des problèmes, mais c'est à savoir, est-ce qu'on veut combattre nos problèmes nous-mêmes ou est-ce qu'on veut que quelqu'un d'autre nous dise comment le faire? Puis de toute façon, même si ça allait très bien, j'ai l'impression que ça créerait un espèce de sentiment chez bien des gens de « bah, ça va bien, pourquoi on changerait ça? Ouais. » Des fois, les crises peuvent amener du bon. Ouais, c'est pour ça que je suis quand même sensible à l'argument qui dit que le fait que, ben là, on ne tournera pas en trop longtemps, mais l'argument qu'on a évoqué plus tôt, là, qui était que le Canada est quand même un pays qui est dans une situation déplorable là, au niveau économique. Il n'y a eu aucune croissance en 10 ans. Là, c'est ça la réalité. Il y a une immigration qui a fait exploser les loyers à travers le pays en entier. Il y a beaucoup d'enjeux, là, puis il n'y a pas d'avenir si ça continue comme ça pour la jeunesse. Là. Ça, c'est une réalité. Là. Moi, j'ai été capable d'acheter ma maison. Je suis probablement une des dernières générations qui va avoir une maison avant d'avoir 30 ans. c'est quand même un vrai enjeu. Là, fait que... Puis même si ça allait bien au Canada, là, puis que la situation du Québec dans le Canada, c'était pas si pire, là, ça reste que l'indépendance du Québec, c'est une aventure en soi. Puis ça, quand on est jeune, on aime ça. Tu sais, ça nous ouvre la porte à plein de possibilités. Aujourd'hui, je parlais avec mon ami du sondage, puis là, on s'est mis à refaire le Québec indépendant. On a pensé à toutes les institutions qu'on pourrait faire, les référendums d'initiative populaire, la révocation des élus. On s'est mis à réfléchir à quoi pourrait ressembler le Québec indépendant de rêve. Puis c'est ça que ça permet, l'indépendance. C'est pas juste de OK, on devient un pays puis on change rien. C'est on réinvente le Québec puis on part à l'aventure, les chums. C'est ça, l'indépendance. Ça, j'ai... C'est ça, puis ça sert à rien de vivre dans la peur aussi. Si on remonte dans l'histoire, si le monde était resté à on fera pas ça, on a peur, il n'y aurait pas grand-chose qui aurait changé. C'est ça, c'est normal d'avoir peur. C'est normal, mais il faut passer au-dessus de ça pour que les choses puissent avancer à un moment donné aussi. Là. Ouais, faut pas se laisser gouverner par la peur. Le Québec doit être courageux. Ouais. Ça manque de courage. Ça, c'était Legault qui disait ça. Bon, on n'utilisera pas des arguments de Legault, mais on doit, même quand on a peur, on doit continuer de le faire parce que l'avenir du Québec est meilleur quand il est indépendant que s'il est dans le Canada. Donc, même si on a peur, il faut le faire quand même. Il y a eu une bonne évolution au niveau de l'appui à la souveraineté. Je ne sais pas si on voulait regarder ça rapidement. On en a parlé un peu tantôt, parce que dans les derniers mois, ça a quand même assez bougé de manière significative, tant chez la population générale que chez les plus jeunes, surtout. Là. Ce sera pas bien. Le chat est en feu. Ouais, merci d'être là, tout le monde. C'est des bons arguments qui sortent sur plein d'affaires, c'est cool. Alors, ça, c'est le premier qu'on avait, l'appui à la souveraineté de la population générale. Un sondage léger de mars 2025. Si tu fais les 3 petits points en haut à droite, tu vas pouvoir cliquer « Présenter ». On va l'avoir, on va le voir encore plus. Comment, comme ça? Format plein écran? Non? Non, sur la diapo. Ouais. Ah ben oui, moi je suis en train de cliquer dans StreamYard. Je suis une légende. Voilà. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis comme le boomer qui gère la technique, mais voilà.
Ben, on voit que la jeunesse, c'est un concept qui est large. Hein? Ça va de Ouais, moi, je suis à la très fin jeune de à la un petit peu tranche, plus là. loin. Je suis à la fin, malheureusement. Heureusement. Donc, appui à la souveraineté de la population générale, sondage léger, mars 2025. Le oui était à 32, le non à 68. Tranquillement, pas vite. En mai, le oui à 35, le non à 65. En juin, le oui à 36, le non à 64. Et on arrive en août 2025, le oui à 44 et le non à 56 %. Quelle progression fulgurante. On a aussi les données sur tout ce qui s'est passé chez les 18-34 ans. Donc, même chose, 32-68 en mars, 35-65 en mai, 48-52, ça c'était en juin, il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on est à 56-54 en août 2025. Phénoménal. Reviens donc sur celui d'avant. Ouais. À ce moment-là, on nous disait, puis on avait un peu peur que bon, ça soit une donnée aberrante, que ça soit juste la Saint-Jean-Baptiste, le contexte social, politique. Puis là, les fédéralistes nous disaient, ah, c'est juste un sondage, hein, c'est une donnée aberrante, c'est la Saint-Jean, nanana, ça va rebaisser. Puis effectivement, ça peut bouger dans le temps. Il va probablement avoir des sondages que ça va descendre, que ça va remonter, etc. Mais là, ce qu'on voit avec le sondage d'aujourd'hui, c'est que finalement, ce n'était pas une donnée aberrante. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis c'est le début d'un mouvement, comme on le disait. Rendu à 56 %, on ne peut plus le nier. Là. Non, on ne peut plus le nier. Puis j'écoutais Jean-Marc Léger qui disait, on va en avoir un autre qui va peut-être confirmer la tendance. Nous, et puis j'ai vu Mounir, c'est ça, c'est sur ça que je voulais revenir. Mounir qui a fait un tweet qui disait, quand je parlais de tout ça en juin, on me disait, je veux des faits, je veux des faits. Puis là, il était comme, moi, je le sais, là. Le boom, le sondage du sort, c'est comme, tu sais, des faits. Moi, je l'ai senti avant parce qu'on est connecté sur ce qui se passe, tu sais. C'est un peu ça notre rôle à Génération Oui, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on pense qui va nous faire réussir, c'est-à-dire de transformer l'indépendance, les arguments indépendantistes, le contenu indépendantiste en contenu consommable en format court, en format partageable. Puis ça fait aussi qu'on a beaucoup de retours. Fait qu'on on a quand même une bonne idée des tendances grâce à vous, tu sais, du monde qui sont là ce soir pour parler avec nous d'indépendance. Nos épisodes en direct, d'habitude, il y a à peu près 400 personnes qui passent là-dessus. Fait qu'on a quand même le pouls du monde. On a beaucoup de retours, vos commentaires, c'est enrichissant. Là. Merci d'être là. Juste des clips à 50 000, 100 000 visionnements, 200 000 visionnements. On n'aurait pas vu ça là, il y a 2 ans. Là. Puis là, on fait ça avec Génération Oui, sans budget. Donc, on le voyait là, qu'il y avait, OK, il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a un climat propice à ça là, pour qu'on ait autant de visibilité sur les plateformes. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Puis c'était comme ça partout. On voyait des Kinji qui avaient 19 000 likes sur TikTok sur une seule vidéo. C'est comme, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. Je n'avais pas vu ça avant. Là. Moi, j'ai envie de vous lancer. Il y a eu beaucoup de discussions sur. Il y a beaucoup de discussions sur le référendum. Là, au Québec, on va aborder ce sujet-là, ne t'en fais pas. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que. Tu sais, ça nous donne quoi de. Je vous mets en contexte. Moi, ce matin, j'ai encore la chance d'avoir le numéro de Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai écrit, j'ai dit merci. Et lui, il m'a répondu, c'est pas fait tant que c'est pas fait. On travaille, on doit gagner. Et, tu sais, lui, il est concentré, c'est encourageant, c'est quelqu'un d'hyper discipliné, puis lui, il se laisse pas détourner par ces affaires-là. Moi, je suis un peu plus émotif. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance? C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Ben, déjà, garder ce monde-là, ça paraît niaiseux, mais c'est comme, je le comparais avec une équipe de sport. Une petite comparaison. Admettons, tu rentres dans une équipe, je ne sais pas, de hockey, OK? Puis là, personne t'accueille, tout le monde t'ignore, tout ça, mais toi, t'aimes ça, là, tu fais du hockey parce que t'aimes ça, mais personne t'accueille. Ça ne te donnera pas le goût de rester. Tandis que si le monde, hey, salut, hey, tu sais pas telle affaire, c'est correct, on va apprendre ensemble. C'est correct que tu ne saches pas tout. Puis je pense que c'est la même chose qu'il faudrait faire avec le mouvement parce que des fois, ça fait pas tant longtemps que je suis dans le mouvement que je m'engage. Puis quand j'ai embarqué, il y a du monde des fois qui me regardait de haut parce que je savais pas tout. Puis ça, ben ça m'a pas découragée, mais il y en a que ça pourrait décourager. Puis ça fait, ben là, le monde me prenne de haut, ça me donne pas le goût de continuer à m'imiter puis continuer à c'est ça, à être dans ce mouvement-là. Fait que je pense que c'est ça, premièrement, accueillir ce monde-là, leur faire comprendre que ils sont la bienvenue dans le mouvement, puis que ça nous fait chaud au cœur qu'ils soient là, puis que s'ils ne savent pas tout, c'est normal, tu viens d'arriver. Puis on est là pour tous monter ensemble. Hein. On est
on est une gang, on n'est pas individuel. Fait que je pense que c'est ça. C'est une des grosses étapes qu'il faudrait faire, c'est ça, les garder avec nous puis les motiver aussi. Mais aussi, on profite du momentum, mais on rejoint plus de jeunes, on brise l'isolement. Il y a certains jeunes indépendantistes qui pensent qu'ils sont tout seuls à partager leurs croyances, qui sont tout seuls à partager leurs convictions, et on montre à ces jeunes-là qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y en a d'autres, qu'il y a un très gros mouvement derrière eux et qu'ils peuvent rejoindre ce mouvement-là. Donc, si on rejoint ces jeunes-là, alors moi, je veux être encore plus impliquée parce qu'avoir des convictions dans son coin et être isolé, par exemple, un jeune dans une école très fédéraliste, ça va être difficile pour lui de garder ses convictions, la pression des pairs, la pression de son environnement. Mais s'il est uni avec d'autres, il voit qu'il n'est pas tout seul, ça va juste le pousser à rester plus avec ses convictions. Oui, c'est ça. Comme je proviens d'une école secondaire en région. On était 200 élèves, une école publique. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'était une école très fédéraliste, mais justement, grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, ben là, je voyais, il y a d'autres mondes, puis j'ai pu apprendre avec ça, puis ça m'a sorti de mon isolement de campagne. Là. Dans le fond, je supporte ce qu'il a dit là, en ce moment. Vraiment. Je pense que c'est une bonne passe à palette pour que je vous remercie. Par les gens qui ont donné à notre campagne de sous-financement, nous, on fait ça, on fait je pense que ça fait partie de l'écosystème. On crée du contenu parce qu'on pense que justement, ça baisse les murs, ça détruit les gens qui sont isolés quand ils voient que d'autres gens qui écoutent la musique québécoise, qui aiment la culture, qui sont indépendantistes, toutes ces choses-là, c'est des chemins, tous les chemins mènent dans Rome, c'est des chemins qui nous permettent de sentir qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres gens de notre âge qui peuvent penser comme nous, c'est juste qu'on n'en a pas dans notre entourage. Moi, j'ai vécu ça, puis c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est de pouvoir créer du contenu. Si on peut faire ça, c'est grâce à vous qui nous écoutez. Beaucoup d'entre vous ont donné à notre campagne de sous-financement, puis je veux quand même vous remercier encore une fois. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. C'est grâce à vous qu'on peut créer du contenu. Donc, si vous voulez GoFundMe, Génération Oui, vous allez nous trouver rapidement. Vous pouvez faire un don 5 $, 10 $. Ça va être vraiment apprécié, puis ça va nous aider à continuer à créer plus de contenu. Je fais ma parenthèse publicitaire, mais merci Anaïs. Le message de retenue est payé par l'agent officiel de Génération Oui. Et un peu pour en rajouter là-dessus, mais c'est aussi un peu le but du MEI, du mouvement étudiant indépendantiste, c'est que plusieurs de nos comités viennent de régions et ne sont pas nécessairement dans des environnements propices au développement de leur comité, propices au développement de la cause. Donc, en rejoignant, par exemple, le mouvement MEI, alors là, ils peuvent sentir qu'il y a une large communauté, qu'ils ne sont pas tout seuls, et aussi ça peut les aider à bâtir leur comité, à bâtir leur cause. Donc, les réseaux sociaux sont un très bon outil, mais il faut que ce soit bien utilisé parce que ça peut mener à des dérapes. Oui, puis il y a un sujet aussi qu'on n'a pas mentionné, mais l'arrivée des femmes aussi dans le mouvement. Il y a de plus en plus de femmes dans le mouvement indépendantiste. Ça, je pense que c'est quelque chose un point à relever aussi, à soulever, parce qu'on en voyait beaucoup moins en 95. Mettons, dans les livres d'histoire, les personnages importants qui ressortent de 95 et 80, c'est des hommes. Moi, quand j'étais en histoire, mettons secondaire 3 et 4, c'est surtout secondaire 4, je voyais des hommes. Mais là, on voit de plus en plus de femmes, puis ça motive les autres femmes. Puis juste les allumettes avec les Oui Québec. Ça, je suis sûre que ça a motivé plein de femmes à rejoindre le mouvement parce que tu réalises, je sais que je le dis souvent, mais que tu n'es pas seule. Puis, tu sais, il y en a, je suis sûre qui avaient peur de rejoindre parce qu'il y a beaucoup d'hommes, puis ils ne veulent pas. Des fois, les hommes, ça fait peur. Excusez-moi, messieurs, dans le live. Mais tu sais, des fois, ça peut, c'est sûr, ça peut nous faire peur un peu en tant que femmes. Fait que voir qu'on a un groupe dédié aux femmes indépendantistes, ça nous aide à être encore plus puissantes dans le mouvement et recruter d'autres femmes puis d'autres personnes aussi qui seraient peut-être moins à l'aise à rejoindre le mouvement. Et aussi, juste en général, éliminer le fait que la politique, c'est un boys club. Parce que pour beaucoup de femmes, c'est comme ça qu'ils le voient. Ils se disent qu'ils ne veulent pas s'impliquer parce qu'ils veulent pas être maîtrisés, ils ne veulent pas que leurs idées soient mises sur le tapis parce que c'est des femmes. Donc, quand il y a plusieurs femmes qui s'impliquent, alors là, comme Agnès l'a dit, on le répète beaucoup, mais ils voient qu'ils ne sont pas seuls et c'est plus facile de s'impliquer quand il y a une communauté que quand elles se sentent méprisées. Et là, Bruno, les femmes, je sais qu'elles étaient là en 80-95, c'est sûr qu'elles étaient là, mais on en parle beaucoup moins. Puis là, je sens que c'est ça la différence en ce moment, c'est qu'on en parle plus, sont plus présentes, sont plus sur la scène politique. Donc, c'est sûr que ça va plus donner le goût aux autres femmes d'embarquer aussi. Là.
Ouais. Voilà, parenthèse. Mais tu sais, juste en 95, les 3 leaders du mouvement indépendantiste du camp du oui, c'était 3 hommes. Là, il n'y avait pas de femme. Exactement, c'est Là, ça. tu parles beaucoup de la représentation, pas nécessairement du nombre de votes, mais aussi de la représentation. Puis ça Ouais. inspire les femmes aussi à rejoindre le mouvement, puis à prendre parole, puis à en parler autour d'elles. Mais très belle passe sur la palette pour les allumettes. On rappelle que si les gens veulent s'impliquer avec les allumettes, allez sur l'Instagram des Oui Québec, vous allez retrouver le formulaire pour vous impliquer. Timothée, je sens que Né est là. J'ai une question qui me brûle, en fait. Moi, je dois avouer que c'est Marc-Antoine aujourd'hui qui m'a appris justement que votre structure existait au sein des écoles. Je me doutais qu'il y avait des comités souverainistes, mais je suis curieux, en fait, c'est quoi les actions que vous posez dans le cadre de ces comités-là? Nous, ça, le MI? Oui. Ah, OK, c'est bon. Je voulais être sûr qu'on s'adressait à nous avant de répondre. C'est beau. Je n'avais pas le bon terme avec comité, mais oui, la question est pour vous. Voulais-tu y aller, Saskia? Tu peux y aller. OK, parfait. Déjà, on l'a créé pour aider les... mettons, je prends l'exemple, je suis au cégep de Saint-Laurent, et ça a été très dur de partir un comité. Vraiment, c'est moi qui l'ai parti, puis ce que ça a été dur, j'ai failli abandonner une couple de fois. Fait que le but, c'est entre autres d'aider ces personnes-là qui savent peut-être pas trop par où commencer, dire, tu peux aller voir telle personne, comme ça va les aider à construire un comité. Sinon, notre but, c'est aussi de faire des activités pour rassembler les jeunes, pour rassembler les étudiants. Puis, en faisant le MEI, ça nous permet justement de faire des plus grosses activités aussi, puis avoir plus de personnes qui viennent, plus de personnes qui sont au courant de qui on est, plus que chacun dans notre coin. Là, on a décidé de se rassembler. On reste qu'on a quand même des comités dans pas mal de cégeps, mais reste que quand on est tous unis, on est plus fort. Fait que c'est comme pour ça qu'on a voulu créer le MI, entre autres. Donc, en général, mobiliser les étudiants et servir d'organisme ressources pour les comités indépendantistes dans les écoles qui ont besoin d'aide pour former leur comité ou assurer la pérennité de leur comité. Parce que c'est une chose d'en créer un, c'est une autre qui reste en vie. Exactement. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Ça répond super bien à ma question. OK, effectivement, parfait. Avec les étudiants, il y a un renouvellement d'étudiants, donc tu ne veux pas perdre de momentum au fil du temps, mais je trouve ça cool que vous portez le flambeau en ce moment dans vos cégeps. C'était assez impressionnant pendant la session d'hiver. Je pense qu'il y a eu vraiment la création de plein de comités un peu partout au Québec, surtout à Montréal, mais aussi en Outaouais. On a eu quelqu'un de l'Outaouais tantôt dans le chat. C'est un peu partout, c'est ça. Puis de voir ces comités-là tout popper, entre guillemets, en même temps, c'était assez impressionnant de voir ça. Ça montre que les étudiants sont impliqués, que la cause indépendantiste, ça les préoccupe. Puis aussi, les jeunes qui sont bons études, nécessairement n'ont pas d'être très impliqués en politique, parce que les études, ça prend du temps, mais un comité école est une très bonne façon de faire la promotion de l'indépendance, tout en n'étant pas, c'est un engagement dans le MI, mais tout en pouvoir jumeler les deux, études et indépendance. Bravo à vous. C'est aussi qu'en créant le MI, on veut dire aux étudiants, vous restez des étudiants, vous êtes, je sais pas comment bien le dire, mais c'est que on n'est pas des personnalités politiques nécessairement. On est des étudiants qui veulent l'indépendance. Parce qu'il y en a des fois qui pourraient dire il faut que ça soit sérieux, tout ça. Pas nécessairement. C'est comme pour... déjà, je sais avec le Oui Saint-Lô, le cégep de Saint-Laurent, on voit les vidéos qu'on fait des fois, c'est comme pas très sérieux. Puis c'est ça le but, c'est de rassembler. Puis il y en a au début qui nous critiquaient. Ils étaient comme, là, c'est pas sérieux. On n'est pas un parti politique. On est des étudiants qui veulent l'indépendance. Puis c'est ça aussi qu'on va amener avec le MEI, c'est de dire, on reste des étudiants, puis c'est ça. C'est pas obligé d'être sérieux à 100%. On a le droit d'avoir du fun quand même. C'est ça un peu aussi là, qu'on veut amener avec ça. Là. Pour en rajouter à ce qu'Anaïs a dit, nous, notre vision, c'est vous êtes des étudiants, votre rôle, c'est de faire la promotion de l'indépendance, mais c'est pas de vous présenter à des élections. Exact. C'est pas d'être des politiciens, c'est pas d'avoir une plateforme électorale. Vous restez des étudiants. Et de toute façon, les étudiants, souvent les politiciens, ils trouvent qu'ils sont un peu déconnectés d'eux. Donc, si on leur parle comme des politiciens, ça va pas les intéresser. Ils veulent pas entendre un discours qu'on entend à l'Assemblée nationale. Ils veulent savoir pourquoi est-ce que eux, des jeunes, devraient s'intéresser à l'indépendance, et c'est des jeunes qui veulent en dire. Ouais, moi, pour revenir, parce que là, on est dans le sujet de qu'est-ce qu'il faut faire, puis je trouve ça vraiment bien que vous ayez ce mouvement-là. Moi, j'ai fait 10 ans de militantisme. Je n'avais pas milité dans les mouvements étudiants avant. Je suis rentré dans le Parti québécois
j'adore ce parti-là, puis moi, je me cache pas, tout le monde le sait, c'est mon chapeau. Là, je milite plus de façon active, là, même si je suis encore membre. Je sais comment ça marche. Un parti, ça a une structure, ça a un cadre. Moi, je pense que c'est essentiel dans notre forme de démocratie actuelle. Peut-être dans une autre démocratie, on pourrait s'en passer, mais telle qu'elle est actuellement, on en a besoin. Puis, ça induit des comportements, ça peut devenir très compétitif. Tu parlais tantôt des gens de te sentir que tu n'en sais pas autant que les autres. Fait que là, tu te sens un peu, comment dire, les humains ont peur de se sentir diminués par rapport aux autres humains. C'est normal, c'est notre nature sociale qui fait ça. Dans un parti, c'est quelque chose sur lequel l'emphase est très prononcée. On va souvent se sentir en compétition, on va souvent sentir qu'il y a des comparaisons qui sont faites. Ça n'a pas que du mauvais, ça n'a pas que du bon, mais c'est bien qu'il y ait des organisations comme vous où ce type de relation-là n'existe pas. Donc, puis c'est bien parce que ça permet à tous les types de personnes d'aller. Si vous êtes quelqu'un de compétitif, puis vous voulez prendre la place, puis vous voulez gagner des batailles, les partis, c'est génial pour ça. Je vous le dis, c'est fantastique, c'est vraiment le fun. Moi, je suis plus comme ça, puis j'ai adoré ça. Ça me stimule, moi. Mais ce serait dommage que ce soit la seule façon qu'on permette aux gens de militer pour l'indépendance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans ce game-là, qui ont envie de faire d'autres choses. Si dans un parti politique, l'initiative, elle est soumise à la hiérarchie, puis tu ne peux pas faire ce que tu veux. Je suis sûr que vous, si vous décidez demain de faire une action, ben, vous vous rassemblez, vous vous dites, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on fait ça, oui, non, puis on y va. C'est ça qui c'est fécond, ça permet plus de place à la créativité. Fait que je pense que c'est bien. Puis si les gens qui nous écoutent se disent, qu'est-ce que je peux faire pour l'indépendance? Bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de faire du porte-à-porte? Il y a 1001 façons d'apprendre à faire du porte-à-porte. Vous pouvez devenir un organisateur d'assemblée de cuisine. Vous n'avez besoin de pas de parti politique. Vous avez besoin de rien. Trouvez une personne qui sait en parler, invitez-la, rassemblez des gens. Il y a 1001 façons de militer. Si vous ne le savez pas, les Oui Québec, c'est une belle façon de faire. Les partis politiques, n'hésitez pas à vous impliquer, à vous engager. C'est le plus beau moment pour commencer à le faire. Je veux dire, on n'a jamais été aussi bien. Si on met un peu d'énergie, on va réussir à structurer ça tout en gardant la liberté. Fait que je vous encourage tous et chacun à faire quelque chose, ce que vous pouvez. Puis ça peut juste commencer en partageant des capsules indépendantistes à ses amis sur son profil. Juste ça, là, entre guillemets, là, c'est énorme parce que ça permet d'afficher puis de créer une vague. Puis c'est ça qu'on voit, c'est l'effet de ça qu'on voit en ce moment-là. Il y a eu une vague sur les réseaux sociaux, puis là, ça se reflète dans les sondages, dans les intentions de vote. Donc, si tout le monde, on continue à faire ça puis à propager entre guillemets, de la propagande indépendantiste, là, mais des capsules informatives ou des capsules plus humoristiques, des chansons de Kinji, etc. Si on continue à tout s'afficher pour l'indépendance, on crée une vague, puis là, après ça, on va voir du 60% pour le oui, du 65% pour le oui, puis ça, c'est important. Mais je pense aussi, pour revenir à ta question aussi initiale, Nando, il va falloir solidifier nos appuis, comme le disait Anaïs, parce qu'il y a un espèce de sentiment de fierté en ce moment qui nous pousse à être indépendantistes, la jeunesse, puis on est fiers, puis on a le goût d'exister. Mais c'est basé beaucoup sur l'émotion, puis c'est parfait comme ça. Mais des fois, quand il y a un élément extérieur comme Donald Trump qui arrive, là, notre sentiment est juste basé sur l'émotion, mais là, on prend peur, puis on se retourne vers le non finalement. Il y en a beaucoup que c'est ça. Fait que je pense qu'il faut solidifier nos appuis en donnant de l'argumentaire également. C'est pas fait pour tout le monde, mais de juste rendre l'argumentaire disponible, ça peut aider des fois à solidifier des appuis. Et je ne suis pas en contradiction avec ce que tu viens de dire, mais je pense que dans notre fierté est ancrée dans une logique, dans plus que juste l'émotion. Il y a aussi une logique derrière. Pourquoi est-ce qu'on est fier? Parce qu'on a des raisons de base, on est fier parce qu'on a une économie. Hydro-Québec, on est je viens de le dire, mais Hydro-Québec, on est, excuse-moi, mais on a des raisons d'être fiers, on a une belle culture, on a une belle économie en ce moment. On ne pas. Mais ça va mieux qu'au Canada, en tout cas. Ça va mieux qu'au Canada, mais c'est pas juste de l'émotion. C'est grave, il y a une logique derrière. Pourquoi est-ce qu'on est indépendantiste? Ben oui, pour moi, c'est logique tout à fait de se dire on est un peuple à part entière, on va devenir un pays. Mais des fois, c'est ça, il y a un peu juste. Des fois, il y en a que ça peut être principalement de l'émotion, un effet d'entraînement. Mais là, c'est le temps justement de parler de. C'est pas juste de l'émotion, c'est rationnel. Puis juste le fait qu'on est différent, on mérite d'exister, puis on mérite de devenir un pays. J'ai envie de faire un parallèle. Je trouve qu'en ce moment, je constate un éveil politique. C'est pas la même situation, mais 2012,
la fameuse crise étudiante de 2012. Cette crise-là a créé une mobilisation incroyable chez les jeunes, puis ça a politisé une génération complète. Puis tu parlais justement tantôt, Nando, des différentes façons qu'on peut s'impliquer. On peut s'entendre que dans cette crise-là, c'était assez original la façon que les jeunes s'y ont pris, puis ils n'ont pas demandé la permission aux plus vieux, entre guillemets, de faire la grève, de manifester, de faire du piquetage, d'utiliser les médias sociaux pour s'organiser entre eux. J'ai l'impression qu'on vit un peu un moment comme ça. C'est pas une crise, mais il y a un momentum clairement qui se bâtit. Puis je trouve ça beau de voir que l'indépendance du Québec, ce qui se passe en ce moment, ça amène, je pense, les jeunes à s'intéresser à la politique, à se politiser et à voir c'est quoi les différents outils qu'on a en tant que citoyens pour faire valoir notre point de vue puis pour transformer un projet en réalité. Fait que je trouve ça vraiment beau. Comme tu le mentionnais, c'est le meilleur moment pour s'impliquer en ce moment. Je pense qu'on vit quelque chose de complètement unique. Puis je suis content qu'on fasse tous partie de ça. Si les gens veulent s'impliquer au mouvement étudiant indépendantiste, comment qu'on s'y prend? Question pour Anaïs. C'est à travers l'école, mais en général, vous pouvez juste nous écrire sur notre page Instagram du mouvement du MEI, MoveEI. Vous pouvez juste nous écrire et on va vous dire comment s'impliquer. C'est très simple. On accueille tout le monde. Les idées de tout le monde sont les bienvenues. Oui, on a une structure organisationnelle, on est tout de même un organisme, mais une organisation, pas un organisme, excusez-moi. Mais tout le monde est bienvenu. Donc, pour s'impliquer, c'est très simple. Vous nous écrivez et on va vous aider. On va vous aider à bâtir votre comité école. Mais c'est sûr qu'on est plus proche des étudiants. C'est un comité étudiant. C'est pas un comité étudiant, mais on est avec les étudiants. Mais tout de même, n'importe qui est bienvenu. Il faut juste nous écrire. Oui, c'est ça. Puis juste nous écrire aussi. On supporte ce que vous faites. Bravo, continuez comme ça. C'est le fun. C'est agréable de recevoir des choses comme ça. Fait que même si vous n'êtes pas des étudiants puis vous voulez juste nous écrire comme ça va nous faire plaisir. On va vraiment accepter le message puis on va être content de recevoir ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Puis s'abonner aussi. Ça paraît comme rien, mais juste ça. Oui, s'abonner à Génération Oui aussi en même temps, c'est bien apparu dans le fond. C'est ça, ça paraît comme rien. Ça nous supporte, puis c'est ça. Et là, je sens comme si je fais de la pub. Là, c'est quand même drôle. Désolé pour les petits inserts visuels. C'était parfait. Mais aussi, si les gens ont besoin d'aide pour construire leur comité école, ils peuvent écrire au MEI et on aide les étudiants à créer leur propre comité, même de toutes pièces. Très bon, très bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vraiment intéressant de voir la montée du oui chez les jeunes. On aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à aller vous abonner vraiment au mouvement étudiant indépendantiste. Ça peut les appuyer, que vous soyez jeune ou moins jeune. Ça va vraiment faire une belle différence. Puis ça va leur donner du jus pour continuer leur belle mobilisation dans les cégeps partout au Québec. Oui, puis on a plein de belles activités qui s'en viennent aussi. Là, si vous voulez suivre ça, suivez-nous. Puis c'est ça, vous allez en savoir plus. Avant de se quitter, je voudrais remercier tout le monde. Marc-Antoine, Anaïs, Saskia, Timothée, merci d'avoir été là. C'est super cool que vous ayez accepté un peu sur le pied levé. La nouvelle est arrivée, puis vous êtes venus. Ça faisait longtemps qu'en plus, on voulait vous avoir avec nous. Donc, c'était une belle occasion de le faire. Vous êtes toujours les bienvenus. Pour tout le monde à la maison, lundi, je fais une soirée électorale pour l'élection d'Arthabasca. Je ne sais pas, Marc-Antoine, en tout cas, c'est pas grave. On clarifiera ça après, mais il va y en avoir une. Donc, rejoignez-nous sur Oui en direct dès 19h. Et on va commenter ça, on va s'amuser un peu. Je vais fouiller des moments cocasses de cette campagne qui a eu lieu dans le coin d'Anaïs, justement. Hein? Oui. Arthabasca, c'est plus loin que chez moi. C'est pas en Pau, c'est au centre du Québec. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est correct. Ouais. J'ai plus entendu parler que ça. Ouais, je suis nul, comme vous voyez. Merci à vous autres pour l'invitation en passant. Oui, vraiment, merci. Ouais. Merci de nous avoir fait confiance aussi. C'est tout naturel. Tout naturel. Mais oui, merci de donner une chance au MEI. Voyons, donner une chance. Vous avez fait vos preuves, puis de toute façon, de voir des jeunes impliqués partout au Québec. Moi, je vous le dis, là, je pense que ça a vraiment suscité de l'intérêt de beaucoup de gens, là, de voir les comités indépendantistes apparaître partout. Là, c'est vraiment extraordinaire, puis il ne faut pas lâcher pas. En quelques mois, l'organisme a beaucoup grandi. Ouais, oui, vraiment. C'est beau à voir.